Avec nous sur ce plateau ce soir, Jean-Claude Mailly, bonsoir, ancien secrétaire général de Force ouvrière. Vincent Cespedes, bonsoir, philosophe, auteur de La cerise sur le béton et de Vivre au printemps, philosophie du clash et clash de la philosophie. François Dumont, bonsoir, géographe, économiste et démographe. Hier soir, dans un débat, Marlène Schiappa disait « Mais si, on a fait des choses, il y aura demain des petits déjeuners possibles dans toutes les écoles pour tout le monde ». Et une des Gilets jaunes répond « Mais c'est pas ce qu'on demande. Ce qu'on demande, c'est pas ça. On veut pas l'aumône. On veut pouvoir vivre dignement de notre travail. » Voilà, il y a tout ça là-dedans. Comment on en est arrivé là? Bruno Retailleau, le patron des sénateurs LR, lors des débats au Sénat tout à l'heure que nous diffusions, a eu cette phrase intéressante et je voudrais vous faire réagir. « Il faut sortir de cette crise par le haut et oublier votre projet d'émancipation individualiste. » C'est ça aussi le problème, c'est que le projet Macron, c'était un projet d'émancipation individualiste, Vincent Cespedes. Je pense qu'il a affiché par des phrases qui retentissent de façon très dure aux oreilles des citoyens modestes, il a affiché un amour des élites. Un amour des élites. Il s'adresse aux élites, il demande aux jeunes de vouloir être milliardaires, il y a des gens qui sont rien dans les gares. Tout ce discours-là extrêmement méprisant, qui a l'air anecdotique, mais quand vous mettez ça dans un scénario présidentiel, vous vous rendez compte que c'est des charges qui enfoncent les individus modestes dans le mépris, les citoyens dans le mépris. Et il a opposé ville et territoire en faisant opposé ça. ville et territoire, je ne veux pas d'intermédiaire. Et surtout, ce qui n'a été pas assez souligné dans les commentaires, c'est une vision très, effectivement, monarchique de la fonction présidentielle. Il allait jusqu'à dire, il y a un vide qui s'est créé en France, c'est le vide du roi, l'absence du roi. On a affaire à quelqu'un qui ne va pas comprendre le peuple. C'est quelqu'un qui a une sorte d'immaturité populaire très profonde, peut-être due à son métier avant, peut-être due à son monde, son environnement. Comparé à Mitterrand ou même Chirac, qui au moins savait serrer des mains et parler un peu. On a affaire à quelqu'un qui est totalement dans une sorte de bulle, on parle de bulle numérique. Il est dans une bulle numérique, d'ailleurs les phrases assassines, il les sort quand il fait l'inauguration de Station F, donc c'est la vision start-up. Il est dans sa bulle et cette bulle devient une bulle toxique aujourd'hui. Oui, mais en fait, il faut bien noter que c'est la suite des quinquennats précédents. Puisque précédemment, on a eu tout un ensemble de textes de recentralisation d'un État qui considère qu'il faut délaisser les territoires et leur donner des ordres. Et effectivement, on pouvait penser que le président Macron aurait fait le bilan des lois territoriales précédentes, voir ce qui est positif, ce qui est négatif, et adapter. Or, on voit qu'il s'est entêté sur les lois territoriales précédentes. Et c'est cet entêtement qui, aujourd'hui, entraîne aussi ce mécontentement. Parce qu'en fait, le mécontentement des maires et celui des Gilets jaunes, c'est exactement le même. Pour vous, c'est lié. Simplement, ils ne s'expriment pas de la même façon, bien entendu. Mais c'est exactement le même avec... Et ce qui est assez étonnant d'ailleurs, c'est que les grands présidents des associations d'élus, si nous étions le 30 juin 2017, ils étaient assez macro-compatibles. Alors, qu'en pensent les Français? Il fallait le faire. En fait, je crois vraiment qu'il y a eu une sorte d'acte symbolique absolument non expliqué, c'est la suppression quasi totale de l'ISF, et ça ne passe pas. Et c'est ce qui remonte. Et du coup, tout ce qu'on voit là à l'image, ça ne pourra pas passer. Dans l'opinion, à mon avis, majoritaire des Gilets jaunes, il y a l'idée que de toute façon, on se fait arnaquer. Il y a des arnaques très concrètes. Par exemple, La Poste est exonérée de beaucoup de charges également, et elle délaisse les campagnes. Elle s'arrange, des sortes de points relais dans des supérettes ou des coins de mairie. Et ça, c'est tout simple, parce que c'est la vie quotidienne. Je crois vraiment que les Gilets jaunes, c'est un ras-le-bol lié à la vie quotidienne. Oui, mais c'est aussi un ras-le-bol fiscal. Si on arrête de payer des impôts, il y a moins de services publics. Alors vous comprenez qu'il y a un paradoxe. D'une arnaque généralisée, où tu mets le pognon, disait cet internaute. Dans ces territoires-là, ils ont moins de services publics, ils paient plus d'impôts. Donc c'est insupportable pour eux. Donc effectivement, en même temps, on leur dit, mais les riches vont payer moins d'impôts avec la suppression de l'USF, et à la place, eux, on augmente les impôts d'une quantité qui est à peu près la même. Donc la réaction, elle est absolument légitime et humaine. Donc il faut aussi se mettre à leur place. Donc ils voient leurs difficultés croissantes pour tout simplement être servis par la Poste, être servis, on ferme les hôpitaux de proximité, donc il faut qu'ils aillent plus loin. La première fois que j'ai rencontré Emmanuel Macron, c'était dans une grande messe entrepreneuriale qui s'appelle les Printemps de l'Optimisme. Voilà. Et il était là, il tenait un discours extrêmement entrepreneurial à des grands patrons, des grandes personnalités l'ont applaudi, etc. Et là, j'ai compris qu'en fait, c'est pas du tout une créature politique, c'est une créature d'entreprise. Oui. Il a vu la France comme son entreprise. C'est la démocratie open space pour lui, c'est-à-dire que il est le seul
décideur, comme un grand leader d'entreprise, et les autres doivent s'aligner. PDG de la France. Voilà, plutôt, on a faussé les choses en parlant de Jupiter, de monarchie. C'est vraiment le PDG de la France. Oui, et le problème, il est là, c'est que là, pour le coup, il y a une fronde de la base, effectivement. Sauf qu'un bon PDG doit écouter ses salariés. Oui, quand le même. mauvais PDG. Bien sûr, on est d'accord. Alors, Là, il n'a pas écouté. C'est du mauvais, évidemment. Juste un point, y compris par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Et si je reprends la formule de Vincent Cespedes, c'est comme un chef d'entreprise, bon, sauf qu'il est PDG de la France. C'est une scope, mais bon, une scope, on discute avec les associés. Voilà. Bon, mais au-delà de ça, je pense qu'il fait la même erreur que d'autres de ses prédécesseurs. C'est de considérer qu'il avait annoncé un programme et que son programme, il allait le dérouler. Sauf que ça ne se passe pas comme ça dans la vie. Que par exemple, je prends un exemple, la CSG, il l'avait dit dans le programme. Oui, bien sûr. Et puis une fois qu'elle est mise en place, les retraités et d'autres étaient très mécontents. Ou Sarkozy, quand il avait un programme, il avait dit la même chose, je vais faire mon programme, et la crise financière, on est obligé de changer. Et de vouloir dérouler, Oui. y compris... De ne pas revoir ses Rappelez-vous, c'était le calendrier, si je me souviens bien, c'était pendant 2 ans je réforme à fond et après on regarde. On est à 18 mois. On sous-estime trop la puissance des réseaux sociaux. C'est un mouvement qui discutent entre eux indépendamment des intermédiaires. Ils ont leur outil d'information, leur outil de propagande, ils diffusent aussi des fake news. On sous-estime que c'est une pensée connective qui se met en place, pas simplement locale, pas simplement géographique, mais une sorte de zone affective qui transgresse le réel. On est dans un transréel, virtuel et réel à la fois. On sous-estime ça. Ce qui est absolument inouï, par exemple, c'est que c'est parce que c'est cette intelligence connective qui se met en place que tout d'un coup, on décide d'aller à Paris, sur des lieux symboliques, sur des lieux touristiques. On décide de saboter quelque part l'économie du tourisme, etc. On va dans les beaux quartiers. Je vous rappelle que jusqu'ici, les violences urbaines, c'était les pauvres qui s'entretuaient entre eux et qui cassaient leur mairie sur place. Là, pas du tout. On adresse des messages, on filme, on voit les violences policières, il y a des violences de tous les côtés, et ça circule dans les vidéos. On a une montée d'une sorte d'intelligence, qui peut être d'ailleurs une bêtise, connective, qui se met en place. Et donc c'est une crise de la verticalité. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas de verticalité, ça veut dire qu'on veut que la verticalité s'inverse, elle ne doit pas venir du haut vers le bas, elle doit partir du bas vers le haut. C'est une crise philosophique et civilisationnelle extrêmement profonde, totalement induite par cette nouvelle révolution des réseaux sociaux, qui est une révolution anthropologique selon moi. Je vous ai vu douter, oui. Enfin, je voulais dire simplement que j'étais d'accord, puisqu'en réalité, on a un État qui croit que les logiques des relations territoriales sont toujours radiales, alors qu'en fait, elles sont réticulaires. On est maintenant dans un monde de réseau, on n'est plus dans un monde de hiérarchie entre les territoires. Or, on fait des lois hiérarchiques au lieu de comprendre ce nouveau monde. En France, on est quand même un pays où les pouvoirs ne prennent des décisions qu'à partir du moment où il y a de la violence. Et d'ailleurs, s'il n'y avait pas eu les violences de samedi dernier, les décisions n'auraient pas été les mêmes. Alors que dans d'autres pays, il y a des débats beaucoup plus consensuels, même si les conflits sont durs. Enfin, aux Pays-Bas, par exemple. Les Français ont joué le jeu de la démocratie. Ils ont voté en 2002. C'est pour ça que je vous parlais des votes. Pour que Le Pen soit... voilà, c'est un message qu'ils adressaient. On parlait de vote défouloir, vote bras d'honneur. Il y a un malaise, on est anti-système, on vote Le Pen. On les a regardés de haut jusque-là. Et entre 2002 et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a les réseaux sociaux, le Web 2.0 qui s'est organisé. Et voilà, on récolte en fait un malaise depuis 16 ans. Depuis ce grand signal qui nous avait tous bouleversés, regardez l'extrême droite aux portes du pouvoir, ça arrive maintenant dans l'Europe entière et ça s'organise différemment. Je ne suis pas en train de valoriser ça en disant c'est formidable les réseaux sociaux. Je montre juste qu'il faut qu'on adapte, même la police a besoin de s'adapter, parce que ça va être, je ne vois pas en fait d'issue autre qu'une issue de concertation pour plus de démocratie. La seule voie possible, me semble-t-il, c'est d'augmenter la démocratie partout, jusque dans les écoles. Quand on sait, par exemple, que les étudiants non européens, ils ont vu une augmentation de leur droit d'inscription faramineuse. Pour une licence, c'était 170 €, maintenant ça va être 2770 €. On précarise toute une partie de la jeunesse, on précarise les étudiants étrangers. Tout ça, les lycées qui viennent dans la place, ça joue aussi sur ces réseaux sociaux-là. Il y a une porosité nouvelle, inédite aujourd'hui à travers ces réseaux sociaux. Je voudrais juste qu'on regarde un reportage. Nos équipes sont allées à la rencontre des Gilets jaunes. Pas des casseurs, pas des gens haineux, des Français simples qui vivent dans la misère alors qu'ils travaillent et qui voudraient juste qu'on prenne en compte leurs attentes. Certains d'entre eux ont rencontré Emmanuel Macron lors de son itinérance mémorielle et ils n'ont pas le sentiment d'avoir été écoutés. C'est un reportage à Charleville-Mézières d'Héloïse Grégoire avec Adrien Develet. Regardez.
On leur dit, on a faim. Quel est le mec ici qui, à la fin du mois, le frigo vraiment plein? Je vois pas, il n'y a personne ici, je crois bien. Laurent manifeste devant la préfecture des Ardennes depuis le 17 novembre. Épuisé, mais entouré d'autres gilets jaunes, ils continuent tous ensemble le combat. Pour Laurent, la hausse du prix du carburant est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, car la colère de ces gilets jaunes est en réalité bien plus profonde. Les Ardennes sont un peu le symbole aussi des gilets jaunes, dans le sens où on a un département qui est en périphérie, un taux de chômage très élevé, et puis un sentiment d'abandon. Quand vous étudiez les difficultés de Charleville-Mézières, vous verrez qu'il y a toute une partie du budget de l'intercommunalité qui part dans la rédaction de schémas extrêmement complexes qui sont imposés par la loi, et c'est autant d'argent qu'on ne peut pas utiliser, par exemple, pour le centre communal d'action sociale. Les élus sont les premiers à se rendre compte que ces schémas sont un peu inutiles. Moi, c'est une anecdote assez personnelle. J'ai enseigné à Charleville-Mézières la philosophie, et je faisais des cours assez libres. On a fait un cours sur la dette, qui est un beau thème philosophique. Et la dette, c'est devenu le surendettement. À l'époque, c'était en 97. Et j'ai eu des témoignages d'élèves qui me parlaient du surendettement parce qu'ils savaient ce que ça voulait dire. Moi qui venais un peu de Paris et d'une culture philosophique un peu planante, un peu hors sol, j'ai essayé de me rattraper depuis. C'est beau de l'admettre. Je suis tombé des nues, et en fait, effectivement, c'est intéressant. Alors, c'est à vous peut-être de nous expliquer un peu, mais il paraîtrait que le calque des Gilets jaunes recouvre en partie cette notion de dette, cette notion de ne pas finir les fins de mois, cette notion finalement d'une pauvreté scandaleuse, parce que pauvreté alors qu'on travaille, c'est scandaleux. Pauvreté pour les jeunes, cette précarisation de la société, quelle possibilité de l'entendre. Sur Emmanuel Macron, quand même. À chaque fois, il n'est pas là le samedi. Alors, je sais bien qu'il y a un agenda présidentiel. Il est en Allemagne, il est en Argentine. Il y a vraiment une urgence, là, d'un dialogue à rétablir. Il peut avoir certains défauts. S'il est si courageux, comme vous l'aviez un peu évoqué, à un moment, il faut qu'il fasse ça. Quand vous dites dialogue, ça veut dire qu'il doit prendre la parole, selon vous? Moi, je pense qu'il faut qu'il rencontre. Non, mais il faut qu'il aille sur le terrain. Il faut qu'il aille sur le terrain. Il faut qu'il parle français. Jean-Claude Mailly. Français. À un moment donné, il faudra bien qu'il s'arrête, parce que les gens, les gilets jaunes, etc., ils attendent la parole du président pour les raisons que je dis tout à l'heure. C'est lui qui est en haut de la pyramide, quoi. Et donc ils attendent que ce soit. Il y a une remise en question de cette verticalité. Oui, mais pour le moment, c'est lui le symptôme. On en a entendu hier. Il est clairement le ministre ciblé. peut dire ce qu'il veut, les ministres peuvent dire ce qu'ils veulent. Nous, on veut que ce soit. Ils ne veulent pas les fusiller. Moi, quand j'ai exercé des responsabilités dans une région, quand il y avait des problèmes semblables, j'allais sur le terrain. Mais bien sûr, c'est pas la première. J'insiste, c'est vraiment très dangereux, notamment par ce côté viral. Ce mouvement, me semble-t-il, va accumuler tous les autres mouvements. Il va englober, parce qu'il est flou et parce qu'il est extrêmement imparable, et ça fait le tour du monde très vite. Il y a quelques manifestants, on n'en parle que de ça. Il y a quelque chose d'irrésistible et d'imparable, et ça devrait faire réfléchir aussi les syndicats. Ça va absorber tout le monde. Y compris les forces de l'ordre. Et donc, on est à mon sens, c'est moi qui prends un peu le risque, à la veille d'une révolution cybermoderne, donc je ne sais même pas à quoi ça peut correspondre, mais c'est quand même une forme de révolution extrêmement virale qui va condenser les colères. Et la seule possibilité, et ça c'est vraiment la nature humaine pour pouvoir un peu faire dégonfler tout ça, c'est un dialogue. Il préconisait, ce président, le dialogue direct, sans intermédiaire, taxant d'ailleurs l'audiovisuel public de honte de la République, quand même. Donc les journalistes, je suis trop complexe pour vous, etc. À un moment, il va falloir qu'ils descendent, pour reprendre le sketch des inconnus qui tourne en boucle chez les Gilets jaunes de mon époque. Hey, Manu, tu descends. Voilà, à un moment, il va falloir qu'ils descendent, et il ne descend pas.